If you are a man, Winston, you are the last man. Look. Look at you. You're rotting away. If you are human, that is humanity. That is the last man. Été 1946. L'écrivain britannique George Orwell décide de s'isoler sur l'île de Jura, entre l'Écosse et l'Irlande, pour mettre en chantier son nouveau livre « Le dernier homme en Europe ». L'idée d'un roman contre le totalitarisme le hante depuis de nombreuses années. Par le passé, toutes les tyrannies étaient tôt ou tard renversées, ou au moins combattues, en raison de la nature humaine qui, en toute logique, désirait la liberté. Mais nous ne pouvons être certains que la nature humaine ne varie pas. Il est peut-être tout aussi possible de fabriquer une espèce d'homme qui ne désire pas la liberté qu'une espèce de vache sans cornes. L'Inquisition a échoué, mais elle n'avait pas les ressources de l'État moderne. La radio, la censure de presse, l'éducation normalisée et la police secrète ont tout modifié. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. Fervent lecteur de Jonathan Swift et de ses voyages de Gulliver, Orwell est persuadé qu'au moment où il écrit, en pleine guerre froide, la démocratie vit peut-être ses dernières heures. 1984 n'est pas un roman de science-fiction, mais une fable satirique. Le monde effroyable du livre est le reflet orwellien d'une Angleterre à peine remise des bombardements nazis, ruinée par 6 années de guerre. À la suite d'un conflit nucléaire et d'une révolution, une oligarchie d'intellectuels et de techniciens a pris le pouvoir des mains d'un prolétariat qu'elle a réduit en esclavage. Le héros du roman, Winston Smith, fait partie d'une armée de petits fonctionnaires qui servent une tyrannie dont on ne connaît que l'image virtuelle, Big Brother. 1984 raconte la révolte de Winston, sa découverte de l'amour, puis son atroce rédemption sous les coups d'une police de la pensée. Le livre va dépasser totalement le pamphlet politique. L'anti-utopie, créée par l'écrivain, fait penser à la créature de Frankenstein, un être issu de l'imaginaire, mais monstrueusement réel. Dans 1984, Orwell a presque atteint le but paradoxal qu'il s'était imposé. Faire de l'écrit politique un art. Et ce n'est pas un hasard si le premier acte criminel de Winston a lieu lorsque, se croyant à l'abri des télécrans omniprésents, il décide de tenir un journal intime. April the 4th, 1984. I think. To the past, or to the future, to an age when thought is free, from the age of Big Brother, from the age of the thought police, from a dead man. Greetings. Le 20 janvier 1950, 6 mois après la publication de 1984, Orwell, âgé de 47 ans, meurt de tuberculose. Sa dernière volonté a été d'être enterré sous son vrai nom, Eric Blair. Aujourd'hui, pour des lecteurs du monde entier, Winston continue d'arpenter les ruelles sordides du roman pour échouer devant le magasin de l'antiquaire Charrington. En pénétrant au milieu de cet amoncellement insensé d'objets, il veut comprendre ce qu'il pouvait y avoir avant le temps figé par Big Brother, avant sa propre naissance. C'est grâce à ces objets qu'il retrouve le chemin de sa mémoire. Dans 1984, le moraliste Orwell se laisse rattraper par la part d'imperfection d'Eric Blair, sa faillibilité humaine. Pour comprendre l'histoire de cette relation entre l'écrivain et son double, il faut, comme Winston, fouiller dans ces épaves d'un temps oublié. It's an author using his experience for a polemic, but then, this raises a typical dilemma in reading Orwell, that he writes in the first person, and is this a real I or is it a fictional I? I think it was a largely fictional I. He was a fairly normal little boy. Eric Arthur Blair naît le 25 juin 1903 à Motihari, au Bengale, où son père Richard occupait un poste de petit fonctionnaire de l'administration
attaché à la surveillance du commerce de l'opium entre la Chine et la Grande-Bretagne. J'étais le produit de ce qu'on pourrait appeler la lower upper middle class. En théorie, vous saviez également vous habiller et tenir une fourchette, alors qu'en pratique, vous n'aviez jamais les moyens d'aller chez un grand tailleur ou dans un grand restaurant. Dès 1904, laissant son mari terminer ses années de service, Ida Blair revient vivre en Angleterre pour l'éducation de ses 3 enfants, Marjorie, Eric et Avril. The nostalgia for the sort of lost childhood piece of the English Edwardian countryside meant a tremendous amount to him. There was always a sort of golden country, which appeared even in 1984. He has Winston Smith sort of having fragmentary memories of sort of a golden, innocent youth. Eric Blair vivra l'expulsion brutale du Pays Doré et son entrée à 8 ans comme pensionnaire boursier à la Prep School de Saint-Cyprien comme un traumatisme. Orwell en tirera 2 des thèmes principaux de la première partie de son œuvre. Une haine de ses origines de classe et un profond complexe de culpabilité mêlé de masochisme. La plus grande cruauté que l'on puisse infliger à un enfant est probablement de l'envoyer dans une école où les autres élèves sont plus riches que lui. Quand un enfant est conscient de la pauvreté de sa famille, le snobisme peut lui faire endurer des agonies qu'aucun adulte ne saurait imaginer. Leur loi faisait de moi un proscrit. Je n'avais pas d'argent, j'étais faible, j'étais laid, j'étais impopulaire, j'avais un rhume chronique, j'étais lâche, je sentais mauvais. He liked these very morbid stories about mysterious plagues and illnesses. He liked the Mask of the Red Death, and he liked all Wells's imaginative stories about people from other worlds causing epidemics and pestilences. And he liked these fearful morbid moral questions like, would you drink a pint of blood to save your father? Une fois à 13 ans, je me suis retrouvé dans un train qui revenait d'une ville où s'était tenu un marché, et le wagon de 3e classe était plein de bergers et d'éleveurs de cochons qui avaient vendu leurs bestiaux. L'un d'eux sortit un quart de bière qu'il fit circuler autour de lui. La bouteille passa de bouche en bouche, chacun prenant une gorgée. Il m'est difficile de décrire l'horreur que je ressentis quand la bouteille s'approcha de moi. Si je buvais après toutes ces bouches masculines, j'étais certain de vomir. Mais par ailleurs, s'ils me l'offraient, je ne voulais pas refuser de peur de les offenser. Vous voyez comme les pruderies de la bourgeoisie marchent dans les 2 sens. Au collège d'Eton, il y a 2 clans. D'un côté, les 70 élèves boursiers issus des classes moyennes, et de l'autre, les quelques 800 enfants de la grande bourgeoisie et de la noblesse, les oppidans. Petits bourgeois bûcheurs contre aristocrates mondains, chacune des équipes se mesure dans la boue sur le terrain d'un jeu propre à l'école, The Wall Game. La règle est qu'il n'y a pas de règle, sauf d'empêcher l'équipe adverse de toucher le mur avec la balle. Élève médiocre, Eric passe ses études à lire ses auteurs préférés, Swift, Dickens, Kipling, et découvre Le Peuple de l'Abîme et Le Talon de fer de Jack London. Sa génération, élevée dans la ferveur guerrière du premier conflit mondial, a échappé aux horreurs des tranchées. La paix revenue, ces adolescents découvrent une Angleterre poussiéreuse, repliée sur elle-même, et certains se prennent à regretter de n'avoir pu prendre part à ce qui leur a été présenté comme une grande aventure héroïque. Lorsqu'Eric sort d'Eton en 1921, avec de très mauvais résultats, les perspectives d'avenir ont dû lui paraître bien ternes. He stood no chance of getting a scholarship, whatever. Really, what else could he do? The family tradition, insofar as there was one, was service in the East. He was obviously interested in the East, and it was a job, not much else. He certainly didn't want to go into the army or the church. Eric a 19 ans lorsqu'il embarque pour la Birmanie, après avoir réussi au concours d'entrée de la police impériale indienne. Attrait pour l'aventure à la Kipling, désir d'un retour sur les lieux de sa naissance, on ne sait quelles sont les raisons qui le poussent à opter pour une carrière si proche de celle de son père. Mais au fur et à mesure de ses affectations, le désenchantement gagne le gendarme Blair. Confronté aux réalités uniquement répressives de son métier, il sent naître en lui un anti-impérialisme viscéral qui exacerbe sa culpabilité chronique.
À la fin, le secret de votre révolte vous empoisonne comme une maladie honteuse. Toute votre vie est mensonge. Vous passez les années assis dans des petits clubs à la Kipling, le whisky à droite, le Pinken à gauche, à écouter et approuver les théories du colonel Bodger, selon lesquelles il faudrait plonger dans l'huile bouillante ces putains de nationalistes. Vous entendez vos amis orientaux traiter de petits babus gras, et vous finissez par reconnaître avec obéissance qu'ils sont bien des petits babus gras. Le moment arrive où vous vous consumez de haine à l'égard de vos compatriotes, où vous appelez de vos voeux un soulèvement indigène qui noierait dans le sang leur empire. Et en cela, rien d'honorable, même pas la moindre sincérité. He learnt the main Burmese language and he learnt Karen, and people report him as talking to priests in the temple in Karen. Well, that was pretty odd behaviour. Somehow, I think actually from school days, he always sympathised with the underdog and was always very ironical about authority. Je me souviens d'une nuit que j'ai passée en train avec un inconnu dont je ne devais jamais découvrir le nom. Il faisait trop chaud pour dormir. Une demi-heure de questions prudentes a permis à chacun de décider que l'autre était sûr. Et pendant des heures, nous avons condamné l'Empire britannique. Condamné de l'intérieur, intelligemment et en profondeur. Cela nous a fait beaucoup de bien. Nous avons parlé de choses interdites, et dans la lumière blafarde du matin, quand le train a rampé dans Mandalay, nous nous sommes quittés aussi coupables qu'un couple adultère. En juillet 1927, après 5 années de service, Eric peut prendre une permission en Angleterre. Au grand désespoir de ses parents, il démissionne de la police impériale et leur annonce sa décision de devenir écrivain. Je voulais m'immerger, m'enfoncer profondément dans la foule des opprimés, n'être plus que l'un d'eux, être avec eux contre leurs tyrans. À cette époque, l'échec me semblait être l'unique vertu. J'étais conscient d'une écrasante culpabilité qu'il m'allait falloir expier. Je sentais qu'il fallait que je rejette non seulement l'impérialisme, mais aussi bien toutes les formes de domination de l'homme par l'homme. There was already a long tradition of social observers mixing among the poor. The first time he sets out to live among tramps, he follows the same route, literally the same route, stays in the same doss house, the same hostel for tramps, sleeps in the same dormitory as the American writer Jack London did. C'était un samedi soir. Il y avait un jeune débardeur bâti en force qui était ivre et titubait à travers la salle. Il se tourna, m'aperçut, et roula vers moi avec sa grosse figure rouge en avant et un éclair louche et dangereux dans le regard. Je me raidis. « Prends une bonne tasse de thé, mon pote, cria-t-il en larmoyant. « Prends une bonne tasse de thé. » Je pris une tasse de thé. Ce fut une sorte de baptême. Au printemps 1928, Eric émigre en France où il pense se consacrer à l'écriture. Fort de ses économies sur son salaire de gendarme et de l'aide que lui apporte une tante qui vit à Paris, il prend une chambre dans un hôtel du quartier Mouffetard. Le narrateur du premier roman d'Orwell, Dans la Dèche à Paris et à Londres, est victime du vol de ses économies par un voisin de chambre, un louche italien. Ruiné, au bord de la clochardisation, il finit par trouver un emploi temporaire de plongeur dans les cuisines sordides d'un grand hôtel parisien. S'il est avéré que durant quelques semaines, l'apprenti écrivain a vécu ses mésaventures, l'année et demie de séjour à Paris va surtout lui servir à comprendre qu'à défaut d'imagination débordante, c'est dans ses propres expériences qu'il doit puiser la richesse de son inspiration. Atteint d'une pneumonie et n'ayant rien écrit de valable, Eric rentre en Angleterre à la Noël 29 et se refait une santé à Southwold, une petite station balnéaire où ses parents se sont installés pour leur retraite. Malgré la désapprobation paternelle, il persiste dans la voie de l'écriture. Mais s'il sait maintenant sur quoi écrire, il ne sait pas encore comment l'écrire. J'ai décidé de mettre à l'écart mon exemplaire d'Ulysse. J'aimerais ne jamais l'avoir lu. Il me donne un complexe d'infériorité. Quand je lis un livre comme celui-ci et que je retourne à mon travail, j'ai l'impression d'être un eunuque qui a pris des cours d'élocution. Son manuscrit sur ses errances à Londres et à Paris est refusé par tous les éditeurs qu'il a contactés. Par souci d'indépendance financière, il enseigne dans un collège de province et trouve le temps de rédiger son deuxième livre sur sa période birmane. Je voulais écrire d'énormes romans naturalistes, au dénouement triste, plein de descriptions détaillées et de comparaisons frappantes, mais remplis également de passages merveilleux où les mots étaient utilisés en partie pour leur son propre.
Et en fait, le premier vrai roman que je réussis à terminer, Tragédie birmane, que j'écrivis quand j'avais 30 ans mais que j'avais en tête depuis bien longtemps, correspond assez à ce genre de livre. Obnubilé par la création et la peur du plagiat, Eric ne se rend pas compte de sa principale qualité, qui deviendra la force d'Orwell. Un extraordinaire talent de polémiste mis au service de la dénonciation de l'injustice. Alors que ses romans dorment dans des tiroirs, Eric fréquente à Londres un cercle de jeunes intellectuels d'extrême gauche, regroupés autour d'une revue, The New Adelphi. Son directeur, Richard Rhys, lui commande des critiques littéraires. Well, I thought he was interesting and promising, but I wouldn't say that I thought him wildly exciting or original. And oddly enough, the word that always comes to my mind whenever anybody asks me my impression of Orwell, either as a man or as a writer, is the same. I always find myself saying, well, he was so dependable, so reliable, you always knew where you were with him. Eric trace le portrait de Rhys, qui allait devenir l'un de ses meilleurs amis dans son dernier roman de jeunesse, Et vive l'Aspidistra. Ravelston vivait au premier étage et les bureaux d'Antéchrist se trouvaient au rez-de-chaussée. Antéchrist était un mensuel de moyenne et haute réflexion, socialiste d'une manière agressive, mais mal défini. En général, il donnait l'impression d'être l'œuvre d'un non-conformiste ardent qui avait reporté son allégeance à Dieu sur Marx et ce faisant s'était mêlé à un gang de poètes écrivant en vers libre. Pratiquement n'importe quoi pouvait être imprimé dans Antéchrist si Ravelston soupçonnait que l'auteur crevait de faim. Gordon Comstock, le héros de Et vive l'Aspidistra, est un jeune poète raté, mais persuadé de son génie. Petit bourgeois déclassé, il vit dans l'obsession du manque d'argent et de succès auprès des femmes. Louvoyant entre l'arrogance du révolté et l'apitoiement sur lui-même, il se dirige droit vers le suicide. Comme Eric Blair, il travaille comme vendeur dans une librairie de livres d'occasion. La différence entre deux tient au fait qu'Eric a déjà réussi à publier 2 livres sous son nouveau nom d'écrivain, George Orwell. Le regard terne, il contempla le mur de livres. Il les haïssait tous. Leur simple vue lui rappelait sa propre stérilité. C'étaient les livres de l'espèce morose, les livres de culture qu'il haïssait le plus, les ouvrages de critique littéraire et de belles lettres, le genre de choses que ces jeunes brutes capitalistes sortis de Cambridge écrivent presque dans leur sommeil, et que lui, Gordon, aurait pu écrire s'il avait eu un peu plus d'argent. Jusqu'alors, Eric n'avait eu que des aventures passagères avec les femmes. La rencontre avec Eileen O'Shaughnessy, une étudiante en psychologie, va influer sur le destin de l'anarchiste désabusé Gordon Comstock. La fin du roman est si abrupte et contradictoire que l'on est tenté de la prendre pour une sinistre farce faite à son personnage par l'auteur. Mais il n'en est rien, car ici naît vraiment l'écrivain Orwell, qui pense abandonner pour toujours le petit bourgeois Eric Blair, ses névroses d'échec et ses complexes de culpabilité. En Angleterre, l'Aspidistra est la fleur qui symbolise l'harmonie du foyer familial. Et Orwell forcera le révolté Gordon à chanter ses louanges, avant de lui faire abandonner à jamais toute prétention créatrice. Les gens de la classe moyenne ici, derrière leurs rideaux de dentelle avec leurs enfants, leurs vieux meubles et leurs aspidistras, vivaient selon le code de l'argent, bien sûr, et pourtant ils parvenaient à maintenir une certaine décence. Le code de l'argent tel qu'il interprétait n'était pas vraiment cynique ou malpropre. Ils avaient leur échelle de valeur, leurs intangibles points d'honneur. Ils se maintenaient respectables, maintenaient l'aspidistra en fleurs. De plus, ils étaient vivants. Ils étaient ficelés dans le paquet de la vie. Ils mettaient des enfants au monde, ce que les saints et les sauveurs d'âmes n'ont jamais la chance de faire. Il plia en 2 le manuscrit et l'enfonça entre les barreaux de la bouche d'égout. Il tomba en faisant plouf dans l'eau en bas. Et vive l'Aspidistra. En janvier 1936, Orwell est chargé par son éditeur Victor Gollancz d'un travail de commande. Ce sera le quai de Vigan. These are our people, the workers, the strivers, the builders. Une femme, jeune, était à 4 pattes sur la pierre, enfonçant un bâton dans le tuyau de vidange de cuivre partant de l'évier. Elle leva la tête au passage du train, et je pus presque croiser son regard.
je compris soudainement l'erreur que nous faisons en disant que pour eux ce n'est pas la même chose que pour nous. Sous-entendant que ceux qui sont nés dans les taudis ne peuvent rien imaginer au-delà des taudis. Car ce que j'avais reconnu sur ce visage n'était pas la souffrance inconsciente d'un animal. Cette femme ne savait que trop ce qu'était son sort, comprenait aussi bien que moi l'atrocité qu'il y avait à se trouver là, à genoux dans le froid mordant sur les pierres glissantes d'une arrière-cour de taudis, à fouiller avec un bâton un tuyau de vidange nauséabond. Rain. Too much rain. Orwell, l'explorateur petit bourgeois, revient de son périple dans la classe ouvrière complètement bouleversé. Il a rencontré des travailleurs extrêmement politisés, mais aussi des chômeurs, réduits à récupérer des scories de charbon sur les terrils pour se chauffer. Le quai de Vigan marque sa conversion vers le socialisme, mais il lui faut d'abord opérer une mue intérieure pour légitimer son appartenance au camp révolutionnaire. There was such an extraordinary change in his, both in his writing and in a way also in his attitude after he'd been to the North and written that book. I mean, it's almost as if there'd been a kind of fire smouldering in him all his life, which suddenly sort of broke into flame at that time. Pour dépasser les scandaleux problèmes de classe, je dois faire taire en moi non seulement mon snobisme personnel, mais aussi tous mes goûts et autres préjugés. Je dois opérer une transformation si profonde qu'en fin de compte, on ne me reconnaîtra pour ainsi dire plus. She's beautiful. He thinks that there was a sense of community, a sense of self-help, a decency in ordinary working class life that did not exist in middle class life or was rapidly being eroded by competitive capitalism. But he certainly believes that the masses are not going to be very competent in their own defense. They do need a leadership. Most of his characters and where he placed his hope was in, to be quite precise, the lower middle class. He thought they were the crucial element in the future, whether they went for liberty and equality or whether they went for some kind of fascism. Orwell, qui s'est rapproché idéologiquement d'un petit parti gauchiste, l'Independent Labour Party, l'ILP, se démarque résolument de l'orthodoxie marxiste pro-soviétique. Le socialisme, du moins dans cette île qui est la nôtre, ne sent plus la révolution et le renversement des tyrannies, mais l'excentricité incohérente, le culte de la machine et la stupide béatification de la Russie. L'œil rivé sur le fait économique, les socialistes ont toujours agi comme si l'âme n'existait pas chez l'homme, et lui ont proposé comme objectif suprême l'instauration d'une utopie matérialiste. Les socialistes et même les capitalistes ont dit au peuple « Nous allons vous offrir du bon temps ». Hitler lui a dit « Je vais vous offrir du combat, du sang et la mort ». À l'automne 1936, Orwell a terminé le quai de Vigan et un de ses amis se souvient l'avoir entendu dire « Après tout, il n'y a pas tant de fascistes que cela dans le monde. Et si on en abat un chacun ?» The organization, it is real? Not just an invention of the thought police. No, the Brotherhood is real. Now, you will understand that I must start by asking you certain questions. In general terms, what are you prepared to do? Anything that we're capable of. You are prepared to give your lives? Yes. Commit sabotage, even murder? Yes. Betray your country to a... Sous l'identité d'Éric Blair, Orwell intègre les milices du POUM, un petit parti néo-trotskiste influent en Catalogne. Yes. Les milices espagnoles, tant qu'elles existèrent, furent une sorte de microcosme de société sans classe. Cette communauté où personne ne poursuivait un but intéressé, où il y avait pénurie de tout mais nul privilège, et où personne ne léchait les bottes à quelqu'un, était comme une anticipation sommaire qui permettait d'imaginer à quoi pourraient ressembler les premiers temps du socialisme. Début janvier 1937, le caporal Blair est sur le front d'Aragon, dans une unité anglaise du POUM. Un homme sauta hors de la tranchée et courut le long du parapet, complètement à découvert. Il était à moitié vêtu et soutenait son pantalon à deux mains tout en courant.
Je me retins de lui tirer dessus, en partie à cause de ce détail de pantalon. J'étais venu ici pour tirer sur des fascistes, mais un homme qui est en train de perdre son pantalon n'est pas un fasciste. C'est manifestement une créature comme vous et moi, appartenant à la même espèce, et on ne se sent plus la moindre envie de l'abattre. Au début du mois de mai 1937, Orwell peut prendre une permission à Barcelone, où il retrouve Eileen, qu'il avait épousée 6 mois plus tôt. Le changement d'aspect des foules était saisissant. L'uniforme des milices et les salopettes bleues avaient presque disparu. En Catalogne, le pouvoir est aux mains des anarchistes et de leurs alliés du POUM. Le 3 mai, à Barcelone, une unité de garde d'assaut, contrôlée par les communistes, tente de reprendre le central téléphonique tenu par les anarchistes. Très vite, les combats s'étendent à d'autres quartiers. Orwell, qui a pris parti, est posté en sentinelle sur le toit d'un cinéma pour couvrir l'entrée du siège du POUM. Je crois que l'on ne peut guère vivre des moments qui écœurent et désillusionnent plus et martyrisent les nerfs davantage que ces affreux jours de guerre de rue. Le 8 mai, des renforts de troupes sont envoyés de Madrid et les anarchistes doivent déposer les armes. Ces combats fratricides ayant cessé, on comptera 400 tués et 1 millier de blessés. L'ordre rétabli, la propagande du PC espagnol, relayée par la majorité de la presse de gauche internationale, se déchaîne contre les soi-disant agents provocateurs, anarchistes et poumistes qui avaient plongé la ville dans un bain de sang. Écœuré, Orwell repart sur le front. Le 20 mai, dans les tranchées, sa haute silhouette se détache dans le ciel nocturne. When I was shot in Spain, a bullet went right through here. I thought, oh, is this it? Really rather boring, tedious. No decent pain or agony. No high drama. Convalescent, la voix définitivement brisée, il est de retour le 20 juin à Barcelone, où il retrouve Eileen. We are the dead. We are the dead. You are the dead. Remain exactly where you are. Make no move until you are ordered. La police, manipulée par les communistes, recherche les sympathisants étrangers du POUM. Un de leurs amis, George Kopp, est arrêté. Un autre, Smiley, est mort en prison. Le POUM est déclaré illégal et son leader, André Snin, est arrêté puis kidnappé dans sa cellule. On ne retrouvera jamais son corps. Le couple Orwell, se faisant passer pour des touristes, réussit à franchir la frontière française sans encombre. Et puis ce fut l'Angleterre. L'Angleterre du Sud. Probablement le plus onctueux paysage du monde. Il est difficile quand vous faites ce trajet, particulièrement quand vous vous remettez paisiblement du mal de mer, le derrière flatté par les coussins de peluche d'un compartiment de train paquebot, de croire que réellement il se passe quelque chose quelque part. Des tremblements de terre au Japon, des famines en Chine, des révolutions au Mexique. Ne vous en faites pas, le lait sera sur le seuil demain matin. Le New Statesman paraîtra vendredi. Eileen et George regagnent leur petite maison de Wellington, où dès leur mariage, partageant un goût pour la simplicité et l'austérité, ils s'étaient lancés dans les joies du potager et de l'élevage d'une basse-cour. Mais la tragédie espagnole a profondément changé l'écrivain. À Vigan, il avait opéré une conversion vers un socialisme humaniste, et dans la Barcelone anarchiste, il avait cru voir les prémices de sa réalisation, violemment démantelée par les staliniens, alliés à la bourgeoisie républicaine. Dès lors, Orwell va s'éreinter à défendre cette lueur d'espoir d'une autre vie contre toutes les formes de tyrannie, de droite comme de gauche. It obviously was an obsession about some kind of value. And I would hesitate to say that this value was conceived by him as the human soul, because although he does in fact use the word soul, a great deal more often than might be thought, if you use that word, you're suggesting that Orwell believed in immortality and in a whole lot of other things that he didn't believe in. And it seems to me he came nearer to describing this thing that sort of drove him on with his life in one of his poems when he refers to it in an almost impersonal way as the crystal spirit. Your name and your deeds were forgotten before your bones were dry, and the lie that slew you is buried under a deeper lie. But the thing I saw in your face, no power can disinherit.
No bomb that ever burst shatters the crystal spirit. Le 25 avril 1938, alors que la victoire des forces franquistes ne fait plus de doute, paraît à Londres Hommage à la Catalogne, où Orwell dénonce la façon dont, à ses yeux, les communistes ont enterré la Révolution et massacré ses amis. Le livre, ignoré de la masse du public, est accueilli par la critique avec hostilité, ou pire, avec indifférence. He must have felt desperately that he had to reach the ordinary working man, the educated working man, but the working man whose education was a local public library, who hadn't swallowed all this buckets of Marxist theories. In the Homage to Catalonia, I think he found his true, clear, terse style of a very simple English, like Swift, like Hazlitt, the great plain English style. Ici, Orwell met en place son projet d'écriture qui s'inscrirait dans une troisième voie de la littérature anglaise entre la distanciation affichée des modernistes des années 20 et 30 comme Joyce, Woolf et Eliot et l'embrigadement des écrivains pro-communistes comme Auden et Spender. Cette troisième voie, celle du feeling, Orwell la pressent chez un écrivain qu'il admire, Henry Miller. Mais pour Orwell, l'Américain reste dans le ventre de la baleine et n'accepte pas de s'engager dans les grands problèmes de son époque. Le but d'Orwell est de construire un prototype d'écrivain qui incarne simultanément la probité éthique et la sincérité émotionnelle. Gravement atteint par la tuberculose, Orwell n'en continue pas moins d'écrire de nombreux articles et essais. En juin 1939, paraît son dernier roman naturaliste, Un peu d'air frais. George Bowling, un petit représentant de commerce, décide de retourner sur les lieux de son enfance et n'y découvre que désastre écologique et décadence morale. Le pays doré est définitivement cassé. La guerre arrive. C'est pour 41, dit-on. Il y aura de la vaisselle fracassée et des petites maisons éventrées comme autant de caisses d'emballage. Les temps mauvais sont sur nous. Les hommes mécanisés arrivent. Tout ce que vous avez connu s'effondre et finira en gadoue, dans le crépitement ininterrompu des mitrailleuses. Les derniers mois d'avant-guerre vont être consacrés à la phase finale de sa maturité politique. Ses convictions pacifistes ne résistent pas à l'analyse qu'il fait de la société anglaise, dans laquelle il décèle, malgré l'injustice sociale qu'il condamne, l'essence de l'esprit démocratique, de la décence commune, menacée d'une mort certaine par la montée du totalitarisme. La nuit qui a précédé l'annonce du pacte germano-soviétique, j'ai rêvé que la guerre avait commencé. Ce rêve m'a appris deux choses. La première, que je ne serais soulagé que lorsque cette guerre longtemps redoutée aurait éclaté. La deuxième, que j'étais un patriote de cœur, que je n'agirais pas contre mon propre camp, ni ne commettrais de sabotage, que je défendrais la guerre et me battrais si possible. Here they come. Refusé par l'armée à cause de son état de santé, Orwell s'engage dans le Home Guard, la sécurité civile. Persuadé de la nécessité d'une révolution démocratique, il pense que la guerre en est l'occasion rêvée. Seule la révolution pourra sauver l'Angleterre. Il y a des années que ceci est évident. Mais maintenant la révolution a commencé et elle se développera rapidement si nous réussissons à repousser l'invasion hitlérienne. D'ici 2 ans ou peut-être dans 1 an, si seulement nous pouvons tenir, on verra des transformations qui surprendront tous les idiots myopes. Les rigoles des rues de Londres devront peut-être charrier du sang. Tant pis, qu'il en soit ainsi, si c'est nécessaire. You know, and he writes in The Lion and the Unicorn, the revolution will take place. We will have to shoot a few people, but still some of the basic traditions of British society, the monarchy and the Lion and the Unicorn symbol on the cap badges of the soldiers will be maintained. En août 1941, il accepte de se charger à plein temps d'un programme de propagande à la BBC, à destination des Indes britanniques. Mais il se heurte constamment à la censure politique et militaire qu'impose le ministère de l'Information, comme lors de l'interdiction d'une causerie sur la guerre d'Espagne prévue par un de ses collaborateurs. Orwell, qui n'oubliera d'ailleurs pas son expérience à la BBC pour créer dans 1984 le ministère de la Vérité, met un point final à sa collaboration patriotique en novembre 1943. Il peut de nouveau se consacrer à l'écriture. Les éléments véritables de l'histoire ne m'apparurent que le jour où je vis un petit garçon, de 10 ans sans doute, mener un énorme cheval de trait dans un chemin étroit, le fouettant à chaque fois qu'il renaclait.
Je compris tout à coup que si ces animaux prenaient conscience de leur force, nous n'aurions plus aucun pouvoir sur eux, et que les hommes exploitaient les animaux un peu comme les riches exploitent le prolétariat. Je me mis à analyser la théorie marxiste du point de vue des animaux. Courage! He believes that if the revolution can't be done through freedom and can't respect truth, not merely is it not worth having, but it will turn into a new despotism. Comrades, Snowball is a traitor. What was he really planning? To bring back Jones. From now on, I'll make your decisions. Orwell thought it extremely important to remember that the Soviet Union was a perversion of socialism and was a despotism or a totalitarian regime, even though, he would support the war effort. I don't think it is just a polemic against Stalinism. It is a polemic against tyranny in general, and it's been read that way all over the world, you see, because the censors in Chile in Pinochet's time thought that it was a marvellous polemic against Stalinism, which it mainly is. They allowed it to be used because it was on the Cambridge syllabus for advanced English for foreigners. They allowed it to be used in language schools. And the students absolutely loved it because they saw that Pinochet was the pigs. They identified it with their local dictator. It was a marvellous book for slipping under the guise of stupid censors, and censors usually are stupid. La même ovation chaleureuse s'éleva. On vida les verres jusqu'à la lie. Mais tandis que les animaux au dehors observaient la scène, il leur parut que quelque chose d'étrange se passait. Qu'est-ce qui s'était modifié dans la physionomie des porcs? 12 voix glapissaient de colère, et ces voix se ressemblaient toutes. Plus à douter désormais du changement survenu à la face des porcs. Les spectateurs regardaient du dehors les cochons et les hommes, passant de l'un à l'autre tour à tour, mais déjà l'on ne pouvait plus distinguer lequel était un porc, lequel était un homme. Pour Orwell, la redistribution des cartes à laquelle les trois alliés se livrent à Téhéran se résume à ce repas réconciliateur entre anciens et nouveaux maîtres sur le dos des opprimés de la planète. Le livre est achevé en février 1944, mais aucun de ses éditeurs habituels ne veut le publier. Septembre 1945, île de Jura. Eileen O'Shaughnessy est décédée 6 mois plus tôt, laissant Orwell seul avec son fils adoptif. Triste ironie du sort, l'écrivain rongé par la tuberculose est enfin célèbre après le succès d'Animal Farm aux États-Unis. Au moment où Orwell commence l'écriture de son roman, le monde se réveille à peine de la victoire contre le nazisme. L'aube d'un monde nouveau, délivré des angoisses, se lève sur les ruines de l'Europe exsangue. L'heure est à l'enthousiasme, à la reconstruction. Les médias, la jeune télévision en premier, martèlent le nouvel horizon du bonheur pour tous. Television is essentially the entertainment of the home viewer. Do believe me when I say that you'll enjoy it so much more when you meet us once again in the intimacy of your home, when you're sitting relaxed in your own armchair. Dans ce concert béat, Orwell fait alors figure d'oiseau de malheur. L'écrivain sait qu'au-delà de cette propagande, le monde continue d'être le jeu de forces concurrentes, inconciliables. Il décèle les dangers d'un futur proche. Déjà, alors que les écrans célèbrent encore l'héroïque armée rouge, se font sentir les premiers refroidissements entre le Kremlin et Washington. Le livre est achevé en 1948, date dont il tire par inversion son titre. Il sort aux USA en 1949. Le succès est formidable et George Orwell est immédiatement phagocyté par les anticommunistes et hué par les pro-soviétiques. And so an iron curtain fell across Europe.
an iron curtain dividing the free world from the slave world. Mon roman n'est pas une attaque contre le socialisme ou contre le parti travailliste anglais, que je soutiens personnellement. Il veut seulement montrer les perversions auxquelles une économie centralisée est exposée, et qui ont déjà été partiellement réalisées dans le communisme et le fascisme. Je ne crois pas que la forme de société que j'ai décrite arrivera nécessairement, mais je crois, tenant compte évidemment du fait que le livre est une satire, qu'un phénomène de ce type pourrait arriver. Je crois également que les idées totalitaires ont pris racine dans l'esprit des intellectuels un peu partout. Et j'ai tâché de développer toutes les conséquences logiques de ces idées. 1984 n'est donc pas seulement la dénonciation d'un régime oppressif à un moment particulier de l'histoire, la guerre froide. Orwell, en rassemblant l'expérience individuelle de toute une vie de lutte contre ses propres névroses, puis contre une époque de schizophrénie mentale généralisée, la réinjecte dans ses personnages et parvient à nous introduire au plus profond des mécanismes fondamentaux de l'univers du totalitarisme. My poor friend, you're almost well. Look in my eyes. Moi, je vivais dans cet univers stalinien, en pleine réalité orwellienne. Orwell, il a bien compris cette relation ambiguë entre le bourreau et la victime. Il a bien trouvé ça parce que c'était typique dans toutes les dictatures, surtout dans la dictature communiste, cette relation ambiguë, ce rapport entre cette sorte de, on ne peut pas dire hystérie, mais c'était une sorte de, c'est-à-dire ça commençait par la haine et ça, parfois, c'était mélangé avec l'amour. Moi, j'ai parlé avec mes amis et il m'a dit, un ami, écoute, j'ai honte de le dire, mais je suis allé dans le meeting où parlait le guide suprême. J'étais plein de rancune quand et là-bas, c'était disparu tout de suite. C'est-à-dire, c'était une sorte de radiation de milliers de gens, je ne sais pas. C'était un antidote contre cette amertume contre le pouvoir. Voilà, les communistes savaient ce secret-là. On ne peut pas comprendre les régimes totalitaires sans cette notion de fatalité. Comme dans la vie des anciens Grecs, c'était Fatum qui restait au-dessus de tout le destin humain. Et le pouvoir communiste, il voulait utiliser la fatalité grecque pour donner comprendre à tous les ressortissants de cet empire que le régime communiste sera éternel. Et je crois que chez Orwell, c'est avant tout cette idée-là. Il était contre cela, bien sûr, et il a démasqué ça comme quelque chose d'ignoble. Do you remember writing in your diary that freedom is the freedom to say 2 and 2 make 4? Yes. How many fingers am I holding up, Winston? 4. And if the party says there are not 4, but 5, then how many? 5. No. That's no use. You're lying. How many? 1/9. How many fingers am I holding up, Winston? I don't know. I don't know. Better. I think the betrayal is when he slips on his quest for truth by agreeing that 2 and 2 equals 5, and the other, I mean, that is the betrayal of common sense, of logic and philosophy, and truth, that is extremely important. Historical and mathematical truth are extremely important to Orwell. In our world, there will be no love but the love of Big Brother, no laughter but the laugh of triumph over a defeated enemy, no art, no science, no literature, no enjoyment, but always and only, Winston, there will be the thrill of power. Orwell is showing people who are not merely mad for power, but have been driven mad by power. I think he is showing that the whole enterprise is impossible, not that it is possible. I mean, Winston Smith is not a hero, he's a sort of anti-hero, he's a broken, pathetic, drunken man at the end, and if that's what the party wants, well, you know, the party is welcome. Orwell seems to be saying that you can't actually create a new party man, you can only destroy people, you can't create this great vision. I love you. 1984 n'est pas un testament de George Orwell. On sait qu'il avait d'autres projets en tête.
Mais alors que son cœur est toujours résolument à gauche, l'âme de cristal du milicien espagnol, elle, s'est fendue, définitivement. En dehors de l'influence de sa maladie sur la tonalité du livre, sur sa noirceur, on sent qu'Orwell était en train d'abandonner le réalisme critique de l'auteur engagé Blair Orwell pour se tourner vers une réalité intérieure. Le dernier Orwell, plus introspectif, n'aurait sans doute laissé intacte aucune de ses prises de position précédentes. 1984 et La ferme des animaux ne sont pas uniquement des satires de systèmes politiques ou de systèmes de pensée, mais déjà de fulgurantes intuitions littéraires où l'auteur se tourne vers la forme même de l'écrit, de sa déstructuration, annonçant les grands bouleversements de la littérature britannique des années 70. Il y a 200 ans, j'aurais pu être un curé bien heureux, prêchant la damnation éternelle et regardant pousser mes noyers. Je ne suis pas né pour un siècle comme celui-ci. Mais Smith, mais Jones, mais vous-même, l'étiez-vous? We can turn it off. We have that privilege.